Donc ce soir, on accueille Jean Duchazot. Bonsoir Jean. Bonsoir. En fait, il faut présenter ce que j'ai nommé il y a déjà longtemps, l'endocrinopsychologie. C'est une discipline nouvelle qui se fonde sur les travaux d'un médecin français, Dr Gautier de Bordeaux, qui m'a laissé ses travaux, que j'ai connus autrefois, qui m'a d'ailleurs aidé à dominer une difficulté, un déséquilibre glandulaire qui s'approchait, qui s'apparentait à l'hyperthyroïdie de base d'eau. C'est mon histoire, mais lui a eu une histoire aussi, puisqu'il est né hypothyroïdien congénital. Pardon. Donc, cette endocrinopsychologie a une base. La base, c'est d'abord une base historique par celui qui l'a créée, Dr Jean Gautier, et ensuite son continuateur que je suis, qui a nommé ce contenu qu'il m'a laissé, que j'ai nommé endocrinopsychologie, parce que c'est une psychologie, c'est-à-dire une étude, une approche de la psyché humaine, donc de l'âme humaine, mais qui se fonde tout de même sur l'équilibre endocrinien. Donc les glandes sont partie prenante totalement de ce que nous sommes sur le plan psychologique et intellectuel. L'endocrinologie va nous permettre de faire que cette psyché, cette psychologie, va s'appuyer sur des fonctionnements tangibles. L'endocrinologie. Mais ce n'est pas une endocrinologie telle que les médecins l'apprennent dans la fac de médecine. C'est une endocrinologie, c'est-à-dire une étude des glandes endocrines, certainement, mais en rapport extrêmement étroit avec notre psyché. Autrement dit, quand je pense, ou j'aime, ou je veux, ou j'exerce n'importe quelle faculté supérieure, je ne peux le faire, et c'est ce qu'on peut-être on explicitera un peu, que par l'intermédiaire, je dirais par l'instrument qui est le corps, mais dans le corps ce sont les glandes. En fait, je ne peux pas exercer mes facultés sans que les glandes soient impliquées. C'est quand même très nouveau. Et par conséquent, on se sépare ici de ce que, disons, disent, en tout cas affirment, les neurosciences. Les neurosciences, qu'est-ce que c'est? C'est une science physiologique qui pose un postulat que je dénonce complètement, qui est que dans le cerveau se trouve l'origine de nos facultés supérieures. Et je le dénonce complètement avec quelques approbations de certains philosophes par exemple, parce qu'il est impossible qu'on puisse imaginer une seule seconde que dans un organe, fût-il le cerveau, il y ait la base de nos facultés spirituelles. Si vous voulez, c'est un aspect philosophique, d'introduction, c'est qu'on ne peut pas penser une seconde sans se contredire que l'âme humaine, qui est spirituelle, l'âme humaine, c'est ce qui me permet de penser, d'aimer, de vouloir, de réfléchir, etc. Eh bien, qu'elle soit comme fondée, ou dont l'origine serait dans un organe qui serait comme le deus ex machina ou le factotum, ou ce qu'on voulait, qui déterminerait ou qui serait l'agent premier de ma faculté supérieure. C'est impossible. Par conséquent, il faut laisser à l'âme sa liberté totale. Ce qui est choquant peut-être pour des gens qui sont versés dans les sciences, parce qu'on dit « je pense »,« je veux ». Eh bien, on veut, au nom d'une science peut-être mal comprise, se raccrocher à un organe, parce que dès lors qu'on constate qu'on a l'intelligence, ou la volonté ou les émotions, on veut absolument les connecter à un organe, parce que seul un organe est capable d'être étudié, d'être expérimenté, pour aboutir finalement à essayer de confirmer ce postulat que tout se trouve dans le cerveau. Mais quand ils font les fameux électrocéphalogrammes, oui, d'accord, où ils disent que certaines zones du cerveau réagissent à certaines émotions, tout ça. Je réponds à cela. Tout ce qui est dans le cerveau peut répondre à des expérimentations. Par exemple, si on pique des électrodes dans certaines régions du cerveau chez un animal, puisque c'est chez l'animal surtout qu'on a fait ces expériences, on peut déclencher des mécanismes réactionnels. Par exemple, le sommeil ou la sexualité, des automatismes d'accouplement ou des émotions, etc. Et donc, cela, le fruit positif de cette expérimentation, fait conclure trop rapidement à ces scientifiques que nous avons là la preuve que cette zone du cerveau
est impliqué dans ce comportement ou dans cette réaction. Mais le biais scientifique, c'est que ce n'est pas une preuve du tout. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont les glandes qui sont premières dans la physiologie humaine. L'auteur Gautier l'a prouvé. Les glandes sont premières parce que d'abord, elles sont formées avant le système nerveux, et donc logiquement, on ne peut pas imaginer une seconde qu'un système qui est formé après le système nerveux, la myélinisation, la synaptogénèse, c'est formé après les glandes qui sont formées dès le 3e mois fœtal. Et on ne peut pas imaginer qu'un système qui est formé après serait dominant par rapport à un système qui est formé avant. C'est une contradiction. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la mémorisation, la mise en mémoire des adaptations, des émotions, des gestes, du langage, etc., ne peut se faire sans l'intervention de la glande thyroïde, car l'hormone thyroïdienne est un facteur de vitalité, d'oxydation cellulaire, et c'est elle qui est à l'origine de la mémoire. Alors ce n'est pas tellement reçu, c'est pas reçu du tout, ça pose un problème. Alors une preuve rapide, c'est que un mongolien, on appelle ça maintenant des trisomiques. Bon, les trisomiques ou les myxédémateux, ce sont des hypothyroïdiens congénitaux, n'ont aucune mémoire. Ils n'ont pas la capacité d'enregistrer en mémoire les moindres émotions qu'ils peuvent avoir, ils en ont très peu d'ailleurs, les adaptations minimum qu'ils peuvent avoir. Pourquoi minimum? Parce que justement, leur adaptation glandulaire est tellement faible qu'ils ont peu de gestes, qu'ils ont peu d'émotions. Mais le peu qu'ils ont, ils ne peuvent pas l'enregistrer en mémoire. Si on ajoute des extraits thyroïdiens, c'était le cas du docteur Jean Gautier qui était hypothyroïdien, à forte dose, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on fait en sorte que ces gens, ces sujets, récupèrent la capacité de mémorisation. Ça a été... c'est complètement vrai. Complètement constaté. C'est une constatation qui est très tangible, qui est connue, mais assez oubliée à vrai dire. L'endocrinopsychologie est une science assez nouvelle qui est en lutte avec ces fameuses neurosciences. Donc je dis, l'endocrinopsychologie, en fait, c'est une contre-neuroscience. Alors je le dis dans quelques ouvrages, parce que la prémisse de départ des neurosciences, comme je viens de le dire, c'est que le cerveau est, comme je disais, le deus ex machina, ou ce sans quoi il n'y a rien dans notre personne humaine, le cerveau est nécessaire dans toutes nos facultés, dans tout ce que nous sommes, même sur le plan fonctionnel du corps même. Le docteur Jean Gautier ne dit pas ça du tout. Ce savant incroyable qu'était le docteur Jean Gautier, d'un esprit d'observation extraordinaire, qui s'est transformé par toute une méthodologie, bon on ne va pas parler de lui pour l'instant, a pu montrer que cette façon de voir le cerveau comme étant le premier de la classe, au lieu de voir qu'il était un brillant second, ça nous a apporté, ça nous a amené à une méconnaissance fondamentale, on peut dire ça, de l'homme, de l'être humain dans ses fonctionnements. Surtout dans les relations entre le corps et l'âme, si vous voulez. Notion classique, le corps et l'âme, c'est plutôt un peu philosophique, mais enfin les psychologues, même certaines médecines parallèles sont très à cheval sur cette opposition, ou en tout cas la découverte des relations entre la psyché, donc l'âme humaine si vous voulez, et le corps. Et ça, si on n'a pas la clé, on va être en très grande difficulté. Qu'est-ce que je dis rapidement? Je dis que l'âme humaine est libre, puisque c'est l'esprit. Le corps, lui, n'est pas libre, puisque ce sont des organes. Quelle est la relation? La relation est déjà une relation de dépendance entre le corps et l'esprit. Donc le corps, déjà, on s'achemine vers l'acceptation d'une notion qui nous font dire le corps est l'instrument de l'esprit. Parce qu'un instrument, c'est dépendant de celui qui l'utilise pour opérer une action. Donc le corps dépend de l'esprit et le corps ne détermine pas nos facultés. Le cerveau, par exemple, qui est le corps, ne peut pas déterminer, ne peut pas recéler l'origine de nos facultés supérieures, déjà, dans ce raisonnement. Donc le corps est instrumental. La clé glandulaire, c'est le corps, ce sont les glandes. Mais les glandes sont en équilibre, voilà, comme une balance. Elles sont en équilibre et l'équilibre devient le moyen, devient le concept majeur qui va soutenir la liberté de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'analogie entre l'équilibre du corps et la liberté de l'esprit. C'est-à-dire que
par l'étude des glandes endocrines, de toutes leurs qualités fonctionnelles, ce que le docteur Gautier a exprimé, a démontré, que j'ai repris, toutes les typologies glandulaires, tous les fonctionnements humains qui sont à base du glandulaire et des hormones. Eh bien, si donc nous avons cette approche, nous allons pouvoir facilement dire que l'âme reste libre, mais à la condition que l'équilibre glandulaire soit au rendez-vous. Il devient alors, cet équilibre glandulaire, le critère de nos aptitudes mentales. On arrive au rapport entre le corps et l'âme. Ces aptitudes mentales, elles sont d'autant plus efficaces que mon corps est comme un instrument en équilibre d'abord, efficace, harmonieux, adéquat à nos opérations. Le corps devient donc l'instrument parfait à ce moment-là de nos opérations mentales. Mais il n'est pas question de dire que le corps aurait une action quasiment causale sur nos opérations, c'est impossible. Donc le corps, laissons-le à sa place. Les glandes, le corps, je dis le corps, en fait, c'est l'équilibre glandulaire. Eh bien, cet équilibre va fonder notre capacité à rester libre. Car sinon, et je conclus si vous voulez l'introduction là, si ce n'est pas le cas, eh bien, nous sommes enfermés dans un corps, donc l'âme est prisonnière d'un corps qui est en déséquilibre, d'où beaucoup de difficultés comme la dépression. Si ce déséquilibre s'avère de plus en plus fortement, eh bien, finalement, nous rentrons en psychiatrie. Parce que le corps n'est plus capable d'être cet instrument parfait de nos opérations mentales. C'est pour ça que la folie, comme dit le docteur Gautier, c'est le déséquilibre absolu des glandes endocrines. Et le cerveau n'a rien à voir avec la maladie mentale. Je l'affirme, il y a un livre de 600 pages que j'ai pondu suite au docteur Gautier pour montrer cela. Et ça passionne les gens, parce que c'est une découverte qui est non seulement passionnante en elle-même, mais surtout qui s'oppose complètement à tout ce qu'on nous raconte depuis 150 ans. La glande thyroïde, c'est la glande de la vie, la glande de l'adaptation, de la sensibilité, de la vitalité, des émotions, de tout. Il n'y a rien sans la thyroïde, c'est une glande majeure et les Égyptiens la représentaient par un soleil qui dardait ses rayons devant le cou. Ça veut dire que probablement ils avaient une connaissance de quel ordre? Ésotérique ou quoi? Ils avaient ils symbolisaient la glande. La thyroïde, ici un soleil devant le cou. Et c'est très curieux. Comme s'il y avait là, ils le savaient, une énergie particulière à la base du cou. La glande thyroïde, elle est à quel niveau exactement? Elle est à la base du cou. À la base du cou ici, oui, à peu voilà, près. Juste un peu, juste en dessous du petit creux qui est ici, voilà, en dessous du de la petit gorge, creux. un peu au-dessus. Et Ouais. c'est étonnant parce que voilà, il y a quelqu'un qui nous dit, c'est Jimmy qui dit, effectivement, au niveau de nos cartes d'identité, on y a placé une puce à cet endroit-là sur la Exactement. photo. Donc ça, C'est quelque chose. c'est quelque chose, c'est bizarre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre un petit cutter et puis détruire cette puce. Et Voilà. retirer cette puce, ouais. Ouais. Oui, parce que c'est pour le moins étrange, donc ils ont placé ça sur la thyroïde, Tout en à fait. fait. Ouais. Ah, bah, c'est pas très très rassurant. Voilà. On peut plus dire. On me dit d'ailleurs, c'est vrai, est-ce qu'on pourrait contrôler quelqu'un à distance en agissant sur ses glandes? Oui. Ah oui, d'accord. Ce qui est grave, c'est ça, oui. Actuellement, le niveau de technologie par rapport aux ondes courtes et aux ondes électromagnétiques de très haute fréquence, c'est qu'on a des pouvoirs insoupçonnés. C'est qu'on va vers des objets de plus en plus connectés, on va vers un monde totalement électromagnétique, malgré le danger que ça peut présenter quand les fréquences sont très très élevées. On est dans un monde où on va de plus en plus vers le contrôle des humains. Par conséquent, il faut être très prudent de notre côté pour essayer de gérer, autant que c'est possible, comment, je ne sais pas tout à fait, de gérer notre indépendance et non pas notre entrée dans une dépendance absolue de tous ceux qui vont nous manipuler. Voilà tout ce que je peux dire. Pour l'instant, je ne vais pas en dire plus. D'accord, ça répond à la question, je pense.